Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour un nouveau menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, sur GameFund et compagnie, en tout cas pour ce qui est du jeu de société bien évidemment. Cette semaine, encore une fois, et c'est déjà le cas depuis quelques semaines, on est sur un menu assez allégé, assez hypocalorique, avec seulement un dessert. J'aurais pu en mettre deux ou trois honnêtement, mais vous comprendrez pourquoi, je n'ai décidé d'en mettre finalement qu'un seul. Du coup, sans plus tarder, sans embâche, on va directement se lancer dans les trois parties habituelles, à savoir les entrées, les plats, les desserts, par ordre croissant d'intérêt objectif au subjectif. On se lance tout de suite dans les entrées avec 1980 Sixtina de chez Looping Games, le nouvel épisode dans leur série des 1900. On verra plus tard qu'il y en a déjà un paquet. J'en avais peut-être couvert un ou deux dans le menu crafting jusqu'à présent. J'ai un peu oublié entre temps. Et donc c'est un éditeur, je crois, espagnol ou en tout cas hispanophone, qui pour l'instant a réuni 200 backers sur le projet. Le projet est donc financé, pas de grand chose, mais il l'est, à 18 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties relativement courtes d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu relativement accessible, stratégie qui pourrait presque être considéré comme un jeu abstrait, mais utilisant une thématique assez peu vue. Vous allez restaurer la chapelle Sixtine, et ça c'est plutôt intéressant comme approche thématique, même si c'est plutôt un prétexte pour illustrer un jeu relativement abstrait à l'origine, puisque vous allez partir avec les différents éléments de la chapelle Sixtine que vous allez être amené à rénover, on va dire, hein, puisque à l'époque, dans les années 80, on avait fait donc un gros travail de rénovation pour restaurer un petit peu les couleurs des peintures de la chapelle Sixtine. En fonction du nombre de joueurs, vous allez cacher certains pans de la chapelle, puisqu'ils ne seront pas nécessaires si vous jouez à deux joueurs par exemple. À 3 joueurs, il y aura un petit peu plus, mais pas autant que si vous jouez à 4 joueurs, etc., etc. Et en fait, à partir de là, on est sur un jeu de gestion de main relativement intéressant, puisque lors de votre tour de jeu, vous allez décider de tirer ou non des cartes d'action, et à partir de là, les actions qui vous sont proposées via ces cartes, vous allez devoir les utiliser pour restaurer un pan de la chapelle. Si vous jouez une valeur qui excède la valeur nécessaire, vous allez pouvoir faire une restauration correcte. Si vous avez la valeur exacte, vous allez faire une excellente restauration, et si vous mettez une valeur inférieure, vous allez faire une restauration prudente, et chacun des types de restauration que vous allez faire vous apportera une sorte de bonus un peu différent sur le long terme, et relativement intéressant de ce point de vue là. Je serais curieux de le tester. Ça reste fondamentalement un jeu plutôt abstrait, mais l'approche thématique est intéressante, et en plus de ça c'est quand même assez joli, hein, visuellement bien sûr, c'est la chapelle Sixtine, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour rappel, pour ceux qui seraient intéressés, la série des 1900, c'est ça, 1902, 1906, 1911, 1920, etc. Donc on a fait quand même toute une série sur le XXe siècle par Looping Games, qui a l'air d'être relativement intéressant. Je crois qu'on avait couvert 1902 Méliès à l'époque, peut-être aussi Amundsen versus Scott. Les autres, honnêtement, j'en ai pas souvenir. Voilà donc pour ce qui est de Sixtina. Juste pour les rewards, donc les niveaux de pledge, le jeu de base lui-même est à 19€, donc c'est quand même très très abordable. Vraiment, le contenu, bon c'est vrai que les composants sont pas mirobolants non plus, mais c'est quand même un jeu très très abordable. Par contre, vous doutez bien que quand même, comme beaucoup de projets peu chers, peu onéreux sur Kickstarter et GameFound, finalement, les frais de port le rendent beaucoup moins intéressant, parce que pour un jeu à 19€, vous allez ajouter à cela 6€ pour une copie du jeu si vous étiez en France par exemple. Donc ça en fait un jeu à 25, bon ça reste relativement abordable malgré tout, hein, ne déconnons pas, mais c'est vrai que plus le jeu a un prix abordable, plus les frais de port ont l'air d'être importants. Alors que là c'est pas forcément le cas, hein, mais bon ceci dit, là les frais de port tendent à montrer que la boîte est certainement relativement petite aussi, puisque les frais de port sont quand même assez menus au final. Voilà donc pour ce qui est de 1980, pardon, Sixtina, 6700€ d'engrangés, 200 backers, 18 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Outbreak, cette fois-ci sur Kickstarter, le premier jeu, si je me... non, le troisième jeu de Dark Frontier Games, qui avant cela avait produit, quoi d'autre, j'ai oublié,
Hamas, ah bah oui d'accord, c'était eux qui avaient fait Hamas, ok, ça j'avais complètement oublié, qui avait d'abord une campagne annulée, puis une seconde qui cette fois-ci avait financé, c'était un truc allemand ça si je me rappelle bien. Pourtant là je vois Warwickshire, UK, donc Angleterre. Ok, j'étais persuadé que Hamas c'était allemand, en fait pas du tout. Outbreak, The Zombie Apocalypse Board Game. Donc bon, vous vous en doutez bien, on est sur un jeu post-apo avec des zombies dans tous les sens, mais avec une DA assez originale, assez loufoque. Et pas très sombre pour le coup. Le jeu n'est pas encore financé au moment où je vous parle, mais ça devrait pouvoir se faire avec 134 backers pour l'instant, 24 jours avant la fin de la campagne. Et en fait, c'est un gars qui s'est dit tiens, j'aime bien les jeux de zombies, j'aime bien les jeux de coop, mais il n'y a pas encore vraiment le jeu de zombies coop que moi je voudrais jouer sur le marché. Du coup, je vais en pondre un. Et il a bossé là-dessus, genre depuis 2015, un truc comme ça, son historique, l'histoire du jeu est décrite un peu plus loin dans la campagne, mais bon, ça c'est pas très important en soi. Et donc il a pondu un jeu pour 1 à 8 joueurs en full coop, dans lequel vous avez tous ces mécanismes-là imbriqués les uns avec les autres. En gros, vous avez un jeu donc hybride avec une sorte de tower defense, on pourrait dire, du contrôle du territoire, du placement d'ouvriers, de la, comment dirais-je, du construction de campement, on va dire, du push your luck également, et puis de la stratégie. Donc vous aurez différentes tuiles hexagonales pour aller élargir votre zone de survie, on va dire, votre zone d'expansion aussi au sein de votre communauté de survivants. Par contre, c'est vrai que visuellement, ça envoie pas du lourd non plus, hein, soyons honnêtes, c'est pas très 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 joli. Autant la DA en elle-même, bon, elle peut avoir un certain charme, même si je suis pas trop le public cible, mais sur le plateau, c'est vrai que ça présente pas foufou, quoi. D'autant plus que pour le coup, vous avez des meeples de couleurs différentes pour chacun de personnages, mais les plateaux en eux-mêmes sont toujours très très jaunes, même si le fond de l'illustration a une couleur distincte, c'est quand même pas très 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 lisible. C'est pour 60 à 180 minutes la partie, pour 1 à 8 joueurs, mais en sachant qu'il y a un mécanisme qui permet de faire entrer ou sortir des joueurs de la partie en cours de partie sans que ça ne gêne quoi que ce soit. Donc bon, vous pouvez commencer à 2 joueurs, finir à 7, puis même potentiellement être à 7 au milieu de la partie, puis à 5 à nouveau à la fin de la partie. C'est théoriquement pas gênant. Et bien sûr, il y a aussi des personnages asymétriques, il y a tout un tas de zombies différents également, mais comme vous pouvez le voir, quand même, fondamentalement, visuellement, le jeu est très très amateur, mais bon, après, ça a une forme de charme aussi. Et en plus de ça, quand même, c'est des parties assez longues avec un gameplay assez complexe, pas forcément, mais assez riche, avec pas mal de mécanismes imbriqués les uns avec les autres. Donc fondamentalement, c'est toujours assez intéressant quand il y a plein de mécanismes qui sont ajoutés les uns sur les autres, si tant est que ce soit bien fait. Donc il y aura donc différentes phases, la phase de opening dans laquelle vous allez révéler une carte d'événement qui va impacter la suite de la partie, révéler des hordes de zombies, ensuite vous avez une phase de survie où vous allez déplacer vos survivants, vous allez développer votre base, vous allez faire des échanges avec vos partenaires autour de la table, vous allez défourailler du zombie bien évidemment, etc. Une phase de zombies où bien sûr ils vont attaquer, essayer de prendre un petit peu le dessus sur vous et sur vos installations, et puis à la fin il y a un gros boss également. Voilà en gros ce à quoi ça peut ressembler en termes de gameplay. Il le dit lui-même ici, hein, c'est un jeu euro ou Ameritrage, un petit peu des deux finalement. Il a un petit peu pris le meilleur des deux mondes pour en faire un seul et unique jeu. Alors est-ce que la qualité sera au rendez-vous? C'est difficile à dire pour l'instant, mais en tout cas le jeu a l'air d'être relativement intéressant. Pas de VF ceci dit, donc tenez-le vous pour dit malgré tout. Le Early Bird de Outbreak Dawn est à 60€. Et sinon, une fois que celui-ci sera terminé, c'est-à-dire quand les 300 copies seront écoulées, vous aurez un prix normal à 65€. Bon, ça reste relativement abordable, mais bon, après le matos, c'est pas fou non plus. Vous me direz ce que vous en pensez, pardon, pour Outbreak, The Zombie Apocalypse Board Game, 134 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne, ça devrait pouvoir financer. Celui-ci, en revanche, ça va être un petit peu plus compliqué de financer. Là, honnêtement, en l'état, ça sent un peu le sapin, ça sent même plutôt la cagette. 82 contributeurs, 4000€ d'engranger seulement sur 40 000 nécessaires. Ceci dit, pour un tout premier projet de Twisted Branch Games, ils ont mis un seuil de financement relativement élevé, relativement honnête on va dire, et du coup ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis, ça marche pas des masses. 26 jours avant la fin de la campagne, ça sent un petit peu l'annulation. On est sur un jeu de survie là encore, un jeu de survie coopératif où vous allez en fait incarner différentes personnes, différents personnages asymétriques, légèrement asymétriques, dans un camp, une sorte de camping abandonné. Bon, qu'est-ce que vous foutez à vous y aventurer? En même temps, c'est une appel au meurtre, hein, mais bon,
si vous êtes 3 à 6 joueurs autour d'une table, que vous êtes amateur de films d'horreur de série Z avec de la coop pour 45 à 90 minutes la partie, ça peut potentiellement vous intéresser. Mais encore une fois, vous voyez, c'est quand même très 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 amateur en termes de direction artistique, de composants également, de lisibilité. Bon, ça vend pas du rêve pour être tout à fait honnête, et c'est pas si peu cher que ça en réalité, avec 45$ la boîte de base. Voilà donc pour ce qui est de Escape from Camp Creepwood, qui a priori ne devrait pas financer. Autre jeu qui a encore moins de backers, mais qui lui pourrait potentiellement encore financer parce qu'ils ont mis un seuil de financement très 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 bas. Bon, à voir. C'est Iceland Settlement to Independence, et celui-ci pour le coup est assez intéressant, puisqu'il vous propose de vous plonger dans l'Islande, un des pays que j'aimerais le plus visiter d'ailleurs. Dites-moi en commentaire quel pays vous voudriez visiter le plus, quoi. Faites-moi un petit top 3, des destinations de vos rêves. L'Islande fait partie de mon top 3, carrément. Hein, personnellement, c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Quoi qu'il en soit, on vous propose donc d'incarner des populations qui vont donc construire en fait la destinée de l'Islande de 872 à 1944, autrement dit vous avez quand même une longue période de temps, et en fait c'est un jeu qui va être un semi-coopératif, puisque vous allez bosser ensemble pour développer l'Islande, et si jamais vous ne bossez pas ensemble, vous allez tous perdre la partie, mais fondamentalement il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin de cette dernière. Donc j'aime bien ce genre de mécanisme qui vous propose une expérience coopérative, mais pas trop, enfin coopérative si, mais avec un seul vainqueur au bout. C'est assez intéressant comment tirer son épingle du jeu, comment collaborer efficacement tout en gardant à l'esprit qu'il faudra réussir à prendre la tête en fin de partie. C'est assez intéressant. L'ADA par contre est vraiment pas folle. C'est pas très très joli honnêtement. Là encore une fois, c'est le troisième projet d'affilée où bon, ça sent un peu les débuts, ça sent un peu l'amateurisme visuellement parlant, mais bon, ça peut aussi avoir son charme d'une certaine manière. On sait que c'est des jeux qui vont pas être tirés à beaucoup d'exemplaires, qu'on va certainement pas retrouver en boutique. Bon, c'est vraiment pas très 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 joli non plus sur les cartes pour être tout à fait honnête. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Il y aura du placement d'ouvriers notamment, il y aura aussi de la gestion de ressources, etc. Il y a pas mal de phases à aller gérer. Il y aura des variantes, enfin comment dirais-je, des variantes, comment dirais-je, tout ce qui est gestion de ressources, notamment le poisson par exemple va avoir une valeur qui va non pas stagner d'un tour à l'autre, mais va évoluer en fonction des quantités pêchées, etc. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à aller voir. Il y a des événements qui vont impacter le tour en cours, notamment des éruptions volcaniques, comme il y en a quand même pas mal en Islande, et ainsi de suite. Vraiment pas mal, ça a l'air d'être relativement intéressant sur le papier, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même assez moche. Voilà donc pour ce qui est de Iceland, ça coûte combien ce truc 60$, donc 56€ pour Iceland. Pas très joli, vraiment un côté amateur visuellement qui vend pas du rêve, mais ceci dit, sur le papier, le jeu a l'air d'être relativement intéressant. 40 contributeurs seulement, 1500€ d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. On entre maintenant dans les plats principaux de la semaine avec Emerald Skulls, un petit push your luck, un petit peu un jeu de casino dans l'univers habituel développé par Thunderworks Game, autrement dit tout ce qui est roleplayer, cartographers, etc. Bref, vous connaissez un petit peu l'univers en question, et dans Emerald Skulls, apparemment il s'agit d'un jeu qui est mentionné dans Roleplayer Adventure, je crois, mais qu'ils ont donc développé pour en faire un vrai jeu à part entière. Un jeu de push your luck pour 1 à 8 joueurs si vous prenez l'extension, mais pour 1 à 6 joueurs si vous jouez avec le jeu de base. Pour 14 ans et plus, mais en réalité c'est beaucoup plus accessible que ça. Pour des parties de 30 à 45 minutes, et vraiment typiquement un jeu de pari, avec un peu de hasard, avec les jets de dés, même s'il y a moyen de nuancer, de mitiger un petit peu la chance. Vous allez placer 5 dés sur le crâne, et il y aura un système de pari. Pendant que vous jouez, les autres joueurs vont parier sur vos résultats et en retirer des bénéfices, etc. Bon, le matos c'est relativement sympatoche, sans être non plus époustouflant, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être le jeu le plus inspiré dans l'univers de cartographeur, de roleplayer, etc. Mais si vous appréciez les jeux façon un petit peu casino, avec aucun temps mort, dans lequel vous restez actif en permanence, y compris lors des tours des autres joueurs, ça peut être une expérience assez fun. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de texte, enfin pas beaucoup en tout cas de texte sur le matériel lui-même, donc si une personne
comprends l'anglais, il y a moyen de pouvoir y jouer en groupe malgré tout. Moi, ça m'attire pas outre mesure, mais je suis assez curieux de voir le résultat final, parce que c'est vrai que bon, c'est un jeu de casino, pas mal de chance, pas mal de hasard là-dedans, mais le nom Thunderworks, l'univers partagé avec cartographeur, avec roleplayer, etc., fait que finalement, le jeu s'en sort pas trop mal, avec 1000 contributeurs quand même, 19 jours avant la fin de la campagne, et vous le voyez, ça coûte 20$, donc le risque est quand même assez léger si jamais vous y allez, si ce n'est que, bon, il y a aussi le shipping à prendre en compte, et que le shipping, pour l'Union Européenne, est quand même de 11$ pour une copie du jeu qui coûte 20$, autrement dit quand même un peu plus de la moitié du prix qui part aussi en frais de port, 16 si vous êtes en Suisse par exemple, 10 au Canada, et pour nous ce serait 14. Bon, ça faut aussi le prendre en compte bien évidemment, vous en avez l'habitude. Voilà donc pour Emerald Skulls, 19 jours avant la fin de la campagne, il y a déjà 1005 contributeurs et 50 000 € d'engrange. On enchaîne avec Terrorscape qui fait son retour. Après une première campagne, je crois, du côté de chez Kickstarter à l'époque. Il revient cette fois-ci sur GameFound pour une réimpression du jeu de base, mais également une nouvelle extension intitulée Putrefied Enmity. C'est le jeu de Icemakes, cet éditeur taïwanais, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est hongkongais, raté, je confonds. Hongkongais pour le coup. Qui a proposé pas mal de petits jeux vraiment intéressants, vraiment pas mal foutus, avec au début un vrai côté amateur visuel qui depuis a été compensé pas mal. Qu'est-ce qu'il avait fait? Age of Civilization qui faisait vraiment amateur visuellement, puis ils ont pas mal évolué, il y avait eu un jeu de déduction sociale également, il y a ensuite eu Terrorscape, bref ils évoluent dans pas mal de types de jeux différents, avec des DA complètement différentes les unes des autres également, et surtout au terme de matos, c'est de plus en plus quali. Et ça se confirme à nouveau avec donc Terrorscape, même si cette fois-ci ce n'est pas vraiment un nouveau jeu, c'est juste une nouvelle extension qui s'accompagnera en plus de miniatures pour le coup. Vous le voyez, pour l'instant le jeu se porte très très bien, hein. 2300 backers sur GameFound après 4 jours de campagne, c'est plutôt un très bon résultat, il reste 23 jours avant la fin de la campagne, et oui, vous l'aurez noté, on a aussi le petit drapeau français synonyme de VF durant la campagne, et 400 000 dollars d'engranger pour le moment. Pour rappel, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel un joueur sera face à 3 autres joueurs, potentiellement, vous n'êtes pas obligé de jouer à 4, mais ça peut être 1 contre 2, 1 contre 3 par exemple, ou même 1 contre 1, mais vous incarnerez différents personnages, vous utiliserez donc différents personnages pour collaborer avec vous-même, quoi, en gros. Mais donc un jeu de 1 contre tous, et qui rappelle de manière tout à fait assumée les films d'horreur que j'ai mentionné d'ailleurs un petit peu tout à l'heure avec un autre jeu dont j'ai déjà oublié entre temps, mais les films d'horreur un petit peu série B, quoi, où un joueur va incarner un vilain gros méchant tueur en série, et les autres vont incarner des personnages avec des pouvoirs plus ou moins asymétriques, en cherchant à collaborer pour en réchapper, ou éventuellement terrasser l'adversaire, il me semble. J'ai oublié les stats, 2 à 4, je l'ai déjà dit, 30 minutes, jeu très très court. Et en vrai, il a en cela un petit peu le cul entre deux chaises quand même, parce que c'est un jeu assez riche en matériel, et donc assez cher, assez onéreux, et pour un jeu de 30 minutes la partie, je sais qu'il y a pas mal de joueurs, comme c'est mon cas en tout cas, qui ont du mal à sortir beaucoup d'argent pour un jeu très court. C'est certainement une sorte de biais cognitif qui n'est pas forcément conscientisé et pas forcément logique, mais j'ai plus de mal par exemple à sortir 100 balles sur un jeu qui dure 30 minutes que sur un jeu qui dure 2 heures. Ce qui n'est pas forcément justifié ou justifiable, parce qu'en réalité, si le jeu à 30 minutes sort bien plus facilement, et il est aussi beaucoup plus facile à, comment dirais-je, rentabiliser, même si je sais qu'on est nombreux à pas beaucoup aimer l'utilisation de ce terme-là pour parler de nos jeux, mais quand même, il y a un fond de vrai là-dedans. Et donc du coup, ouais, s'il coûte très cher mais qui sort beaucoup, bah, après tout, pourquoi pas. C'est aussi un jeu qui avait fait beaucoup parler à l'époque, parce que voilà, il y a cette espèce de gros manoir en plein milieu de la table, potentiellement. C'est pas forcément une obligation, mais du coup ça rend les choses assez intéressantes, assez immersives de ce point de vue-là. Et donc de chaque côté de ce manoir, les 3 joueurs ici et l'autre joueur de l'autre côté va avoir sa propre map. Et comme c'est un jeu de déplacement caché, il a tout son sens, bien sûr, ce manoir au plein milieu, et une sacrée présence sur table, vous vous en doutez. C'est un jeu qui a déjà, grâce à sa première édition, sa première sortie, bénéficié de retours vraiment de grande qualité. Enfin, il a été quand même très apprécié par les backers de la première heure. Donc cette nouvelle extension a su quand même attirer, fidéliser sur la première campagne, bien évidemment. Il y aura aussi un set de miniatures deluxe en Sundrop, donc avec le petit effet de la vie dessus, du plus bel effet. Ceci dit, je crois qu'elles sont déjà épuisées, parce qu'il y a déjà
plus de 2300 backers, il n'y en avait que 700 disponibles avec les figurines avec le Lavi, c'est un peu tard. On verra aussi qu'il y aura des cartes avec du foil un petit peu à la 20 Strong, avec certains éléments seulement des cartes en surbrillance rouge, très très classe, un petit peu la 20 Strong, c'est très bien foutu. Et donc les nouveaux personnages, les nouveaux monstres aussi à les combattre. Pour ceux qui voudront incarner le grand Milan Pabo, il y aura la Queen, la reine, qui, comme tous les autres personnages, les autres monstres également, va avoir ses propres spécificités asymétriques. Ici par exemple, elle va invoquer des morts par exemple, et avoir une sorte de pouvoir de domination. Vous aurez ensuite des personnages jouables pour ce qui est des héros, des survivants, avec Ophelia Rumero, on aura aussi Dylan One par exemple, ou Caleb Peel, donc tous avec eux aussi leur propre spécificité. Par exemple ici, Ophelia elle aura les fonctions de Encouraging Words ou Sixth Sense, elle a un sixième sens pour lire l'avenir. Dylan One, le caméraman, lui, il sera dur à cuire, il sera dur à vaincre, il aura beaucoup de points de vie peut-être, et il aura aussi pas mal de connaissances concernant les aspects techniques, les aspects mécaniques, donc ça peut être intéressant pour ce qui est de la survie. Ensuite, nouvelle map avec la tombe que vous apercevez ici, les différentes pièces qui la composent, les différentes parties en tout cas qui la composent, avec certaines actions qui seront possibles d'accomplir dans certaines pièces et pas dans d'autres, etc. etc. Il y aura aussi des morceaux de cette tombe qui vont venir s'écrouler en cours de partie, ça aussi c'est assez intéressant parce que le gameplay va fondamentalement changer en cours de partie potentiellement. Ensuite, dans cette nouvelle campagne, il y a aussi de la deluxification. On aura par exemple ici cette grosse big box qui pourra contenir l'essentiel du gameplay, tout le gameplay sorti jusqu'à présent, plus l'extension. Ensuite, donc c'est ça hein, la grosse boîte que vous voyez ici, avec toutes les miniatures, l'espèce d'insert, c'est pas du game trace, mais il y a un insert quand même, c'est quand même très très sympa. Il y aura du foil, bon ça on s'en fout un tout petit peu. Ensuite les fameuses miniatures avec l'effet de la vie, bon a priori elles sont déjà épuisées, on vérifiera ça ensemble, mais je crois qu'elles sont épuisées, mais c'est vrai qu'elles ont l'air d'être plutôt sympatoches. Ensuite, continuons. Voilà le Foil Ultimate Cards. Là, vous ne le voyez pas ici, mais il y aura un petit gif qui vous montrera un petit peu plus en relief, en détail, ce à quoi ça peut ressembler. Il y a de la classification avec des tokens en acrylique également, de ci, de là. Voilà le foil que vous voyez, avec donc certains éléments seulement qui vont être en surdomination, enfin en surbrillance rouge. C'est assez classe, hein, c'est assez joliment réalisé, semble-t-il. Ensuite les pledges, un petit résumé de différents pledges, ce qu'ils vous offrent, enfin ce qu'ils vous proposent plutôt. Et là on arrive sur un côté un peu marrant de la campagne, que moi personnellement je trouve très maladroit, mais vous me direz ce que vous en pensez. Quand vous proposez un Collector's Bundle, donc un all-in quoi en gros, il me semble que c'est le all-in, ouais c'est ça, un all-in avec toutes les extensions, le jeu de base, la diversification, etc. Quand vous proposez ça à 275$, qui est quand même un prix assez cher, on est d'accord, quitte à faire une ristourne, très bien. Mettez pas en gros, faites pas un gros encart, économisez 8$. Ouais, enfin 8$ sur 275, on est d'accord qu'on s'en fout un peu. À la limite, tu dissimules ça sur une diminution des frais de port, ça fera plus plaisir au backer que de se dire ouais j'économise 10$ sur 275, chouette. Ouais, non. Enfin, surtout mis en gros comme ça, ouais. Je trouve que ça n'a aucune valeur et ça prête plus à sourire qu'autre chose, je trouve. Diminuer à la limite les 8$ sur les frais de port pour toutes les zones du monde, ça me semble avoir un attrait plus intéressant pour les backers qui râlent plus souvent sur les frais de port, surtout depuis le Covid, parce qu'ils ont quand même pas mal augmenté, que sur un pledge qui est déjà à 275 boules, ce serait à 283, les gens s'en foutraient honnêtement. Donc bon, je trouve ça un petit peu bizarre comme approche. Mais bon, ça c'est des pécadilles, on s'en fout un petit peu en réalité. Vous aurez bien sûr l'occasion de mettre la main sur le jeu de base, hein, 79$. Le New Content Bundle, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base et les extensions précédemment sorties durant la première campagne, vous pourrez économiser 3$. Encore mieux, encore mieux, 3$ d'économie sur 89, c'est chouette. Vous pourrez vous acheter 2 baguettes de pain. Voilà, c'est chouette. 89$ donc pour le New Content Bundle, mais sans la deluxification a priori, ça doit être des standees. Ensuite le Gameplay Bundle, donc uniquement le gameplay, pas la deluxification, et du coup c'est 200$, et là vous économisez quand même 6$. 6$, qu'est-ce qu'on s'achète avec 6$? Allez, une baguette, 3 pains au chocolat, un croissant. Voilà, ça vous fera un déjeuner de famille, un petit déjeuner de famille le dimanche.
Merci à Ice Makes quand même. Je me demande si quand même le New Content Bundle, il n'y a pas de la deluxification, parce que finalement j'ai vu acrylique, je me demande si c'est pas des miniatures aussi. Si, il y a les miniatures apparemment aussi, donc je dis une connerie, c'est la deluxification aussi, avec la big box et tout. Donc le New Content Bundle, pour ceux qui ont déjà le jeu de base, et éventuellement les autres extensions, ça peut être assez intéressant. Ensuite, en add-on, vous pouvez aussi ajouter les autres extensions sorties lors de la campagne précédente, comme Feral Instincts, Amorphous Peril, Lethal Immortals, etc. etc. Voilà, ça c'est un résumé de ce qu'il y avait dans le jeu de base et les extensions sorties jusqu'à présent, donc bon, a priori vous devriez les connaître, mais bien sûr, chaque gros méchant, entre guillemets, slash monstre, aura ses propres spécificités asymétriques, et il en va de même pour les survivants tels que Anna, William, Marco, etc. etc. Du coup, là-dessus, on va continuer assez rapidement sur la campagne. Sachez également que, bien sûr, vous pourrez retrouver la vidéo de notre cher compère Nyx qui a adoré le jeu. Il nous en a encore parlé assez récemment. Je retrouve pas sa vidéo d'ailleurs, bizarrement. Non, English, German. Pas de French, peut-être parce qu'il n'a pas couvert l'extension, mais en tout cas, récemment j'en ai parlé avec lui, on en a parlé avec lui, et il nous a confié qu'il avait adoré Terrorscape et qu'il sortait pas mal en ce moment chez lui, donc a priori il n'y a pas de raison qu'il ne s'intéresse pas à cette extension de Petrified Enmity, mais en tout cas, si vous avez des goûts qui s'alignent généralement avec ceux de Nyx, vous devriez apprécier Terrorscape. On va maintenant passer ici, confirmation que le français sera disponible durant la campagne. Il y aura apparemment d'autres langues aussi, mais pas via la campagne. Via Asmodée pour le chinois, Pendragon pour l'italien, etc. Mais bon, ça a priori ça vous intéresse moyen bof. Du coup, le jeu devrait théoriquement être livré en, disons, mai 2025. Et pour le shipping, Canada 33 à 99, ça dépend de ce que vous choisissez comme pledge. Pour ce qui est de l'Europe, vous êtes divisé en deux parties, mais je pense que la France devrait être dans le 1, tout comme la Belgique, j'imagine. Belgique-France, voilà, c'est ça, dans la zone 1, donc 23 à 64. Et puis pour nous, on doit être à tous les coups dans Asie 2, à mon avis. Non, on est dans Asie 1, je suis mauvaise langue, et du coup, on serait à 16 à 54 dollars de frais de port pour Terrorscape, donc, qui a priori a d'être très sympa. J'aurais un grand plaisir à l'essayer un jour si l'occasion m'en est donnée, mais ceci dit, on n'est pas forcément des grands amateurs de 1 contre tous, Xavier et moi-même, même si il peut y avoir des exceptions bien évidemment. Mais bon, à confirmer, on verra bien si un jour on a l'occasion de tester Terrorscape avec Nyx peut-être, on verra. 2337 backers, 395 000 euros d'engrangés, 23 jours avant la fin de la campagne pour Terrorscape et sa VF en plus. On enchaîne avec Zoo Tycoon qui s'offre une extension intitulée New Shores, extension pas standalone, attention, il faudra le jeu de base pour pouvoir y jouer et en profiter. C'est le nouveau projet de Marc Dur, qui vient de Suisse, 9e projet déjà sur Kickstarter pour lui. Vous le connaissez peut-être notamment pour Darwin's Choice, puis Pachacuna, et ensuite il y avait eu Zoo Tycoon déjà il y a un an et demi, 2 ans. Et donc il remet le couvert avec l'extension de Zoo Tycoon qui à l'origine je crois était une licence de jeu vidéo, je crois. Et donc pour l'instant on est à 1700 backers quasiment, 27 jours avant la fin de la campagne, et j'ai oublié de checker, tiens, par curiosité, allons voir ensemble combien avait fait Zoo Tycoon premier, donc, enfin le jeu de base en tout cas, lors de sa première campagne. Alors c'était quand C'était fin 2022, donc oui ça fait 1 an et demi environ. Et à l'époque il avait fait 5000 contributeurs quand même. Donc c'est quand même un beau résultat. Et actuellement, il est à 1700 environ. Donc les 5000, ça me semble un peu difficile à aller chercher, mais ça reste jouable. 27 jours avant la fin de la campagne, déjà 224 000 euros d'engrangés pour Zoo Tycoon New Shores. Alors bien sûr, vous avez l'occasion de prendre le jeu de base uniquement pour ceux qui l'auraient raté lors de la première campagne, mais l'objet de cette campagne, c'est avant tout de faire la promotion de l'extension qui va avec, et donc, in fine, si vous n'avez pas le jeu de base, du set, du bundle, jeu d'occasion, non, pas d'occasion du tout, jeu de base plus extension. Et pas de VF durant la campagne, c'est allemand ou anglais a priori, un petit peu dommage.
C'est pour 1 à 4 joueurs pour 13 ans et plus, pour des parties assez longues, attention, 2 à 3 heures de partie quand même. Et puis au-delà de ça, c'est un jeu qui aura pas mal de mécanismes intéressants, il y aura de la gestion de ressources, il y aura aussi du placement de tuiles, il y aura du set collection, vous allez donc composer votre zoo un petit peu façon Ark Nova, mais très très différent dans le gameplay bien évidemment, avec un matos relativement soigné, on voit du double épaisseur un petit peu partout, la direction artistique de manière générale est plutôt jolie, les cartes sont un petit peu fouillies par contre visuellement je trouve, l'illustration a une place assez restreinte par rapport à tout ce que l'on voit en termes d'infos sur le bas de la carte, mais ça présente quand même plutôt pas mal, il y a plein de tuiles pour aller accueillir les différents animaux, etc. Il y a aussi des tuiles de stands de bouffe, de fontaines, de décoration, etc. pour rendre votre zoo le plus attrayant possible, des cubes et des dés en masse bien évidemment, et puis aussi surtout il y a plein de petits meeples très choupis de tous les animaux possibles dans le jeu, tels que les chimpanzés, les pandas, les gorilles, les ibis, les oryx, les zèbres, etc., etc. Et en plus de ça, bien sûr, on a donc le nouveau contenu avec l'extension New Shores, qui va vous ajouter un nouveau plateau double épaisseur tel que vous voyez ici, 23 nouvelles cartes d'animaux, des cartes de parc, qu'est-ce qu'on a encore 96 nouvelles cartes d'animaux et des cartes de overview, je sais pas à quoi ça correspond, des cartes de donateurs, donc de mécènes on va dire également, des vivariums, parce que oui, on va maintenant ajouter ce nouveau type d'animal, qui sont les vipères, directement dans le jeu. Ensuite, toutes les tuiles qui vont avec pour pouvoir accueillir tous ces nouveaux animaux également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Tous les meeples, bien sûr, des reptiles, des mammifères en tout genre. On a quoi de nouveau, par exemple? Les muskoxen, je sais même pas ce que c'est. Des hippopotames, on a même des capybaras, c'est hyper mignon. Bref, on a plein de nouveaux animaux. Et puis ensuite, vous avez des petits packs supplémentaires pour ajouter quelques petits animaux de ci, de là, tels que des okapis, par exemple. Même des ornithorynques. Voilà. Ensuite, le gameplay, je l'ai déjà un petit peu résumé tout à l'heure, mais voici quelques éléments supplémentaires que vous pourrez aller parcourir. Dommage que le jeu soit pas disponible en français, parce que je pense qu'il aurait pu intéresser quand même pas mal de monde. Je sais qu'en termes de jeux vidéo et les jeux de construction de parcs à thème, de parcs d'attractions, etc., ont un certain succès. Donc j'imagine que c'est un truc qui pourrait pas mal plaire aux amateurs de jeux de société également. C'est pas un truc qui me parle outre mesure, parce que je sais pas, il y a un truc visuellement qui m'attire pas outre mesure dans ce jeu-là. Ça a l'air quand même assez fouillis, il y a quand même beaucoup d'informations sur des très petits espaces. Je suis pas conquis par ce que ça propose visuellement, mais fondamentalement je serais curieux de l'essayer parce que ça doit être assez sympa malgré tout. Ensuite, continuons. Le livret de règles est disponible ici si ça vous tente, mais uniquement en anglais et en allemand. Il n'y a malheureusement pas de vidéo du coup de review en français, logique, puisqu'il n'y a pas de version française durant la campagne, mais si vous êtes anglophone, il y a de quoi vous informer. Ah si, il y a une vidéo en français, je dis une connerie. Zoo Tycoon, avec l'extension New Shores. Ah, je l'avais zappé ça tout à l'heure. Du coup, si, il y a bel et bien une version française, enfin une vidéo en français pour couvrir le jeu. Donc Martin, allez checker la vidéo de Martin pour New Shores, parce que du coup je l'avais zappé tout à l'heure quand j'ai checké la campagne, donc je suis content de l'avoir retrouvé entre temps, enfin de l'avoir trouvé pardon, entre temps, bonne nouvelle, même si ça change rien au fait que le jeu lui-même est pas en VF. Les rewards, donc les niveaux de pledge, pour ceux qui voudraient uniquement l'extension c'est 77€. L'extension Deluxifiée c'est 88, bon ça rajoute pas tant que ça en vrai, sauf que les meeples seront screen printés, donc sérigraphiés, contrairement au jeu enfin l'extension sans deluxification. Ensuite Everything New Deluxe, dont toutes les nouveautés, y compris les petits packs en plus, c'est 102€. Ensuite le jeu de base Deluxe 103, quand même un petit peu cher. Jeu de base plus extension en Deluxe 175, et le All-in Deluxe avec tous les petits packs plus la deluxification, etc. 190, ça fait quand même un jeu très cher au final, et c'est peut-être là un petit peu là où le bas blesse au niveau de ce jeu là, c'est qu'il est quand même assez onéreux. Pour les frais de port, c'est pas super lisible, mais en gros, pour ce qui est de l'Union Européenne, la France elle est dans 2, je pense. La Belgique peut-être 1, c'est assez difficile à lire. Ouais, c'est la Belgique, c'est la zone 1 par exemple. C'est donc 20, pour la France également c'est 20 d'ailleurs. 20, 20, 25, 20, 20, 28. Et puis pour nous qui sommes au Japon, c'est un peu le bordel à lire tout ça.
Honnêtement, la flemme, on doit être en zone orange, donc 2, 30, 30, 50 pour les frais de port. Voilà, c'est pas particulièrement exagéré. Mais bon, c'est un jeu quand même assez onéreux. Il a l'air d'être assez sympa sur le papier, mais assez fouillis quand même. Mais curieux de le tester malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez pour Zoo Tycoon. Est-ce que les jeux de construction de parcs à thème, de parcs de zoologique, etc., en termes de jeux vidéo, c'est quelque chose qui vous parle également? Est-ce qu'une transposition de ce genre de jeu-là en jeu de plateau, ça vous parle également? Certainement oui, puisque à un certain égard, on peut dire que Ark Nova, c'est un petit peu ce genre de jeu-là aussi, même si c'est quand même plus euro qu'autre chose, mais quand même. 1700 backers environ, 27 jours avant la fin de la campagne, 224 000 euros d'engrangés pour Zoo Tycoon. J'ai parfois tendance à oublier de mentionner des campagnes uniquement francophones sur Game on Tabletop par exemple, mais cette fois-ci je ne l'ai pas oublié. Thunder Road Vendetta fait l'objet d'une campagne pour une VF grâce à Lucky Duck Games qui a toujours un catalogue de Loka assez incroyable. Ils font quand même des super belles Loka en règle générale. On aime ou on n'aime pas leurs jeux originaux, mais en tout cas pour le travail de localisation, ils font du très très gros taf. Et cette fois-ci, il nous propose Thunder Road Vendetta, qui a déjà fait parler de lui pas mal ces dernières années, puisqu'il y a eu une première campagne Kickstarter il y a de ça, quoi, 3-4, non 3 ans, parce que je l'avais couvert déjà sur le menu crowdfunding à l'époque, 3 ans. Puis une seconde l'année dernière, je crois, oui, ça devait être ça, l'année dernière ou en début de cette année, j'ai oublié, pour Carnival of Chaos. Et donc les deux, le jeu de base plus Carnival of Chaos, l'extension, font l'objet donc de cette campagne sur Game on Tabletop pour de la VF. Pour l'instant, 170 backers, 28 000 euros d'engrangés, 32 jours avant la fin de la campagne. Et comme à l'accoutumée sur Game on Tabletop, la page de la campagne elle-même est en français. Donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour en savoir plus sur Thunder Road Vendetta. Sachez que c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 45 à 75 minutes, pour 10 ans et plus, donc jeu relativement accessible, qui vous plonge dans un univers un petit peu à la Mad Max, même pas un petit peu, carrément à la Mad Max, un jeu de course un petit peu déjanté avec des bolides suréquipés et destructeurs, mais destructibles aussi par vos adversaires notamment. On vous le dit ici, hein, c'est la meilleure expérience de course effrénée dans un monde post-apo, de véritables figurines de véhicules et des règles de combat et de collision très accessibles pour un maximum de fun, autre jouabilité avec de nombreuses configurations possibles, en plus l'extension, du contenu à gogo dans la Maximum Chrome, qui est le nom de l'édition que l'on aperçoit ici. Et puis ensuite vous avez bien évidemment masse de vidéos à aller checker en VF directement. Sachez également que le jeu à l'origine ça s'appelait Le Survivant, c'était édité déjà en VF à l'époque dans les années 80 et c'est l'œuvre de Restoration Games qui en a fait donc la rénovation, on peut dire, la remise au goût du jour. C'est un peu la spécialité de Renovation Games. Vous voyez leur logo ici, je crois. Et ils ont fait pas mal de jeux comme ça, avec une refonte visuelle notamment, et également peaufiné en termes de règles. Et du coup, Thunder Road Vendetta fait partie de ces jeux un petit peu vieux, remis au goût du jour par Restoration Games. Donc voilà, pour ce qui est d'un aperçu des règles, vous avez ici les éléments centraux, on va dire, du jeu. Foncer sur des routes périlleuses tout en évitant les dangers, défoncer les autres pour dégager de votre chemin à vos risques et périls, mitrailler vos adversaires et rédiger-les en miettes, gagner en franchissant la ligne d'arrivée ou en éliminant vos ennemis. Les règles sont téléchargeables ici, mais malheureusement en anglais uniquement, un peu dommage. Même chose pour le Cirque du Chaos, donc l'extension. Le contenu, vous le voyez un petit peu ici, donc le contenu quand même vraiment très sympa. La qualité de production est vraiment très très classe, très très bien effectuée. On sent que c'est un jeu très très bien produit, comme souvent les Loka de Lucky Duck Games. Ensuite, vous avez tout le contenu ici de la Maximum Chrome, hein, donc l'édition un petit peu deluxifiée, on va dire, avec un petit peu le côté un peu all-in deluxifié, avec Fast et Furieux, une sorte de petit jeu de mots. Les chefs d'équipe prennent le relais à coups de tuning et d'amélioration. On a Extra A Pro, relever le défi de ces 5 mini-extensions exclusives. Bref, il y a quand même pas mal de rejouabilité aussi via ces micro-modules intégrables de ces deux-là, plus la grosse extension Cirque du Chaos, donc Carnival of Chaos que l'on voit ici, qui vient ajouter encore plus de modules. Et un mode arène également, un petit peu façon Destruction Derby, pour ceux qui se souviennent de ce jeu vidéo des années 90.
On continue, on continue, on continue. Voilà les différentes vidéos. Alors bien sûr, il y a celle de Nyx que vous avez peut-être aperçu récemment, qui lui aussi a beaucoup aimé le jeu. Il y a aussi les jeux en cravate. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, je connais moins. Le troll savant. Et tout en haut de campagne, il y avait aussi le renard ludique, si mes souvenirs sont bons. Bref, pas mal de vidéos pour aller voir un petit peu ce que ça peut donner et si vous pourriez être le cœur de cible de Thunder Road Vendetta. Contrepartie, vous avez ici le pledge pour Maximum Chrome, donc le jeu de base avec les miniatures vraiment super classe, déjà avec l'effet de la vie, pré-peinte, etc. pour 129 euros. Ensuite, vous avez le pledge Quel jour magnifique, ça évoque clairement, enfin, c'est une référence à Mad Max, si mes souvenirs sont bons. Même si j'ai pas vu la VF, mais j'imagine que c'est ça. 180 euros approximativement pour avoir donc l'édition Maximum Chrome plus l'extension Le Cirque du Chaos. Ensuite 199 euros pour L'espoir n'est qu'un leurre avec l'édition Chrome plus Le Cirque du Chaos plus les butins malins de Turbotina, une sorte de deluxification en plus avec du métal notamment pour les pièces. Bon. Ensuite, vous avez des add-ons de ci de là, comme justement les pièces de métal ou le réhausseur de boîte pour permettre de loger tout en une seule et même boîte. Pour l'expédition France, Belgique, Luxembourg, c'est gratis, et ça fait plaisir. Pour la Suisse, c'est 20 euros. Pour le Canada, c'est 25. Pour les dom-tom, bien sûr, ça fait très mal à l'oignon. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Thunder Road Vendetta pour la campagne française. 170 backers, 30 000 euros avant la fin de la campagne pour un jeu qui, c'est vrai, m'attire beaucoup. On a eu quelques discussions avec Lucky Duck pour justement participer à la campagne, nous aussi, mais le fait qu'on habite au Japon, c'est quand même assez chiant pour les frais de port, c'est pas très rentable pour eux, du coup, peut-être qu'on aura l'occasion de mettre la main dessus lorsque Xavier ou moi-même passerons en France, on verra bien. Donc encore une fois, 170 backers, il vous reste encore 32 jours pour vous intéresser au projet de la VF concernant Thunder Road Vendetta. Celle-ci aussi, j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps dessus, et c'est plus rare parce que du côté de chez GameFound, en général, les pages sont en anglais, mais là c'est une campagne de Matago, et qui dit Matago dit français, bien évidemment, et du coup, vous le savez peut-être, mais sur GameFound, on peut parfois, si l'éditeur prend la peine de faire plusieurs versions, changer de langue de campagne, pas changer la langue du site, mais changer la langue de la campagne en elle-même, et du coup, ben là, je l'ai mis en français pour votre plus grand plaisir, pour l'extension de Kemet, Rise of the Gods. Alors Kemet, vous connaissez, hein, c'est un des jeux phares du catalogue de jeux originaux de Matago. Et il nous revient avec cette nouvelle extension Rise of the Gods, 2768 contributeurs déjà à l'heure où je m'enregistre, 340 000 euros d'engrangés, et il reste encore plus d'un mois, 34 jours, pour espérer vous joindre à la campagne de financement. C'est pour 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1h30. On est donc toujours dans cet univers de mythologie égyptienne avec du contrôle de territoire, avec un jeu compétitif dans lequel vous allez incarner différentes divinités, entre autres, égyptiennes, et vous foutre des gros coups de tatane sur la tronche les uns aux autres. Et donc on a bien sûr la VF disponible, parce que c'est Matago, durant la campagne, mais également version allemande, version espagnole, etc. etc. Comme d'habitude avec Kemet aussi, de très jolies miniatures, hein, toujours dans l'univers de la mythologie égyptienne, elle présente plutôt pas mal du tout. Voilà, et donc comme c'est une campagne qui est présente ici en français, et vous avez encore une fois pas tellement besoin de moi, donc on va aller très très vite. Pourquoi backer durant cette campagne sur GameFound? Exclusivité des produits, vous avez du contenu qui ne sera pas disponible en boutique, ça fait toujours plaisir. Votre opinion compte, rejoignez une discussion à grande échelle et façonnez la vidéo de Kemet. Bon, oui et non. Et puis il y en a que ça intéresse pas du tout, hein. Juste faites votre truc et nous on est juste intéressés par le résultat. Bon, moi c'est un peu mon cas, j'aime pas spécialement participer entre guillemets à la campagne pour donner mon avis sur un truc. Non, faites votre jeu dans votre coin, je suis intéressé suffisamment pour vous faire confiance. Complétez votre collection avec les nouveautés et ou le contenu du Kickstarter de 2020, puisque oui, pour rappel, Kemet c'est un jeu un peu plus ancien mais qui avait fait l'objet d'une nouvelle version si mes souvenirs sont bons sur Kickstarter, donc en 2020. Puis on avait eu aussi, comment ça s'appelait déjà, Blood and Sand,
si mes souvenirs sont bons. Ça va déjà être ça le remake peut-être. Bref, quoi qu'il en soit, du nouveau contenu, mais également la possibilité de prendre ce qui était déjà, comment dirais-je, disponible jusqu'alors. Et donc pour rappel, Kemet, c'est un jeu de stratégie épique avec du contrôle de territoire dans lequel vous incarnez un dieu, vous devrez recruter des fidèles et les déplacer sur le plateau pour construire des pyramides, acquérir des pouvoirs divins et vaincre vos rivaux dans de nombreux combats épiques. Ensuite, les pledges, on va aller directement ici, ce sera plus parlant. Vous avez le Returning God Pledge, 75 € qui contient donc l'extension Rise of the Gods, ainsi que la Big Box qui vous permettra de stocker la totalité de Kemet. Et en plus, elle est quand même plutôt classe avec cet aspect un petit peu hiéroglyphe qui thématiquement est assez saillant. Ensuite, vous avez le Returning Veteran of Kemet Pledge à 15 € seulement pour ceux qui ont déjà l'upgrade pack de la première campagne, qui souhaitent juste ajouter les tuiles améthystes à leur partie. Donc petite deluxification, on va dire. Ensuite, vous avez le Collector God Pledge à 160 € qui inclut l'entièreté de la gamme Kemet, à l'exception de la boîte de base Blood and Sand. Donc si vous n'avez que la boîte de base et que vous souhaitez obtenir le contenu, le reste de la gamme à un prix avantageux, c'est là-dedans qu'il faut taper. Ensuite, vous avez le New God Pledge All-in, en gros, hein, c'est le jeu de base plus tout le reste, hein, c'est tout ce qui est sorti jusqu'à présent, 230 € pour donc Kemet, avec la Big Box qui peut tout stocker, qui peut tout stocker, qui peut tout accueillir. Ça fait assez cher certes, mais c'est un jeu qui a une très très belle cote d'amour également, qui a été reconnu par la communauté de manière générale. En tout cas, si vous êtes amateur de combat à grande échelle, de contrôle de territoire, etc., c'est a priori un jeu qui devrait faire l'affaire dans votre groupe, on va dire. A noter aussi que dans les add-ons, vous avez différents autres jeux de l'éditeur, y compris Galactic Renaissance qui avait fait son apparition sur Kickstarter l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, ou encore Yucatan qu'on avait vu sur Kickstarter aussi il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Ensuite, pour le reste, ma foi, encore une fois, comme quand les campagnes sont disponibles en VF, j'ai plutôt l'habitude de vous laisser parcourir par vous-même en juste soulignant les grandes lignes telles que ici on peut voir qu'on a notamment un mode équipe 2v2, 2v2v2, 3v3 par exemple, un mode solo bien évidemment. Bref, vous découvrirez ça par vous-même. Là encore une fois, bien sûr, des vidéos en VF disponibles dans la campagne pour en apprendre encore plus. Si vous n'êtes pas amateur de lecture de pages de campagne, il y a aussi des vidéos de ci de là en VF qui plus est. Et puis si vous êtes peintre sur miniature, ça peut être aussi le moyen de vous faire plaisir parce que les miniatures sont quand même très très jolies. Voilà pour ce qui est donc de cette nouvelle campagne de Kemet. Pour ce qui est des frais de port, pour le Canada, 35, 42, 42, 35. De quoi est-ce que cela dépend-il précisément? Qu'est-ce que c'est que ce plus? D'accord, ça dépend des régions. Par exemple, Ontario et Québec, ce sera moins cher que le reste du pays du Canada. Ok, pourquoi pas. Belgique 28, 38. Pour la France 30, 42, plus cher que pour la Belgique. Peut-être parce qu'ils ont leur, comment dirais-je, leur entrepôt là-bas, je ne sais pas. Ensuite, Suisse, c'est la même chose que pour la France. Et puis pour nous qui sommes au Japon, 53,75 de frais de port. Et ça devrait théoriquement être livré pour mars, avril, mai de 2025. Voilà donc pour ce qui est de Kemet Rise of the Gods, 2700 contributeurs, presque 2800 d'ailleurs, 34 jours avant la fin de la campagne actuellement sur GameFound. C'est tout pour les plats principaux de la semaine. Tout à l'heure en introduction, je vous ai dit qu'il y aurait un dessert, et en réalité, entre-temps, j'ai changé d'avis. Il y en avait un que je voyais plutôt intégrer les plats principaux, mais en fait, c'est un tel succès que je l'ai mis dans les desserts. En fait, vous en aurez donc 2, petits chanceux. Allez, c'est le moment de se lancer dans les desserts, et c'est pas trop tôt, parce que là, bon, je fais bien illusion, mais en vrai, au Japon, c'est vraiment l'été, hein, l'été bat son plein, saison des pluies, ceci dit, donc humidité 90%, plus la chaleur. En gros, on vit dans une serre en permanence.
Il fait 34 degrés en ressenti et j'ai pas de clim dans cette pièce. Donc vous voyez bien que là, je suis au summum de l'abnégation, je suis en train de clamser pour vous. Alors qu'on aborde la campagne de Brink, la nouvelle campagne de Ivy Studio, c'est sa 8e sur Kickstarter, mais entre-temps, ils ont fait aussi quelques campagnes sur GameFound et même une sur BackerKit il y a de ça 6 mois environ. Mais pour ce qui est de Kickstarter exclusivement, on avait commencé par Moonrakers qu'ils avaient fait découvrir au grand public avant de se lancer sur Veiled Fate. Vous savez qu'on apprécie pas mal Veiled Fate chez nous. Fractured Sky dont on a parlé très récemment sur la chaîne puisqu'ils nous avaient envoyé une copie à l'occasion de cette campagne de Fractured Sky Rift avec une VF, d'où le fait qu'ils nous l'aient envoyé. Il y avait aussi Mythic Mischief pour la 2e saison, la première était sur GameFound à l'origine. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec une nouvelle itération, enfin un nouvel opus, toujours dans l'univers de Moonrakers. Donc on revient à leurs premiers émois, à leurs premiers amours, on va dire. L'univers de Moonrakers, qui est certainement l'un des jeux les plus populaires de cet éditeur à ce jour, leur premier d'ailleurs, et pour l'instant ça marche très très fort, 5244 contributeurs, bon comme à l'accoutumée, hein, dès lors que Ivy Studio pond une campagne sur KS ou sur GameFound, généralement il plie la plateforme en deux, hein. Il y en a de partout, seul plafond bucket, c'est dégueulasse, 5244 contributeurs en une semaine, ça marche plutôt très très fort, on va certainement aller chercher les 10 000, voire un petit peu plus j'imagine, d'ici la fin de la campagne, qui se fera dans 16 jours alors que je m'enregistre. Et cette fois-ci, même si on reste dans l'univers de Moonrakers, le jeu, donc Brink, se différencie pas mal de son prédécesseur en termes de gameplay, puisque là où Moonrakers était un jeu de deck building, mais avec pas mal de petits twists de ci de là, c'est un peu de façon la spécificité de Ivy Studio de prendre des mécanismes bien connus avec des twists super intéressants. Cette fois-ci, Brink, vous le voyez ici, hein, on est sur du placement d'ouvriers, mais toujours avec des gros twists et beaucoup d'interactions, comme c'est souvent le cas avec les jeux de Ivy Studio. Pour l'instant on est à 700 000 € d'engrangés, 16 jours avant la fin de la campagne donc, et donc Brink, je vous l'ai dit, ça vous propose une expérience de placement d'ouvriers ainsi que de diplomatie, de troc, d'échange, de commerce et d'exploration dans l'univers de Moonrakers. C'est pour 2 à 5 joueurs comme quasiment tous les jeux de Ivy Studio, pour des parties allant de 90 à 120 minutes, et c'est du 14 ans et plus, avec, comme à l'accoutumée, un pledge de base, avec une qualité de traduction relativement, enfin non pas relativement, juste très bonne, mais plutôt classique, sans embâge on va dire, et ensuite une version deluxe, et ensuite une version super deluxe à outrance, qui coûte 3 bras, c'est pas souvent qu'on trouve 3 bras, 2 reins et 14 orteils. Donc oui, il faut trouver ça aussi, c'est pas facile. Et donc, Brink, eh bien, en termes de présence sur table, bon là, vous avez la Super Deluxe, hein, bien évidemment, qui vous mettent la version la plus alléchante pour attirer le chaland, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On va voir un petit peu ce à quoi cela ressemble. What is Brink? Eh bien, vous le voyez ici, on a donc des tuiles hexagonales, et ça ressemble pas forcément beaucoup à ce qu'on a l'habitude de voir pour ce qui est du placement d'ouvriers. Mais en réalité, c'est bien un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez avoir chacun 3 navires qui sont, comment dirais-je, un petit peu distincts les uns des autres, dans le sens où votre premier navire, vous le voyez ici d'ailleurs, peut se poser sur une tuile, le second entre 2 tuiles et le dernier entre 3 tuiles, et du coup ils vont activer bien sûr une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles, et potentiellement aussi vous permettre d'explorer les confins de la galaxie de Moonrakers si vous le placez sur une extrémité. Là, il n'y a pas encore de tuiles par exemple, hein, ici vous seriez amené, en posant le vaisseau secondaire disons, à poser sur la ligne que vous voyez ici, à enclencher cette tuile, mais également celle qui se trouve ici et qui n'est pas encore présente sur le plateau. Ensuite, continuons. Donc, comme c'était déjà ici le cas pour Fractured Sky, vous aurez aussi, vous l'avez peut-être déjà aperçu, voilà ici, un écran. Donc oui, vous allez avoir des ressources cachées et pas mal de diplomatie aussi. Donc il y a quand même pas mal de petits points communs de ci, de là avec Fractured Sky, mais il me semble être plus dans la catégorie de jeux que moi j'apprécie particulièrement. Donc, ayant pas mal apprécié Fractured Sky, même si c'était pas mon jeu de l'année, parce que c'est des mécanismes qui sont pas forcément ceux que je préfère, même si j'ai pas mal apprécié Fractured Sky, là pour le coup Brink me fait méchamment de l'œil, donc oui, coup de cœur de la semaine, 2 d'affilée, hein, la semaine dernière on avait déjà eu un avec
comment ça s'appelait déjà le jeu avec la montagne, Peaks. Et cette fois-ci, c'est donc Brink. Peaks, c'était aussi et surtout peut-être parce que c'est un jeu qui potentiellement pourrait me permettre de jouer avec mon frangin qui n'est pas forcément un grand adepte de jeux de société. Donc c'était aussi et peut-être surtout pour ça que j'avais décerné un coup de cœur. Là, Brink, c'est vraiment parce que c'est un type de jeu qui m'intrigue beaucoup, qui m'attire beaucoup également. D'autant plus que Moonrakers m'attirait déjà beaucoup, alors que je suis pas fan du tout des deck building, mais parce que je sais que Ivy réussit toujours à prendre des mécanismes bien connus et à en faire des trucs relativement uniques. Alors, on va passer un petit peu en revue les points saillants qu'il nous révèle ici. Donc une combinaison de mécanismes assez connus, hein. On est un peu en terrain connu, mais toujours avec les fameux twists habituels. Donc là, on aura du placement d'ouvriers, on aura du commerce, de l'exploration, du vote caché. Ensuite, on aura également donc 3 types de workers, donc d'ouvriers qui sont faits des vaisseaux. Un sur un emplacement, un sur deux emplacements, un sur trois emplacements, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des vaisseaux qui seront amenés à évoluer en cours de partie, puisque vous le voyez, il y a des petits, des petits encarts, des petits trous sur les vaisseaux qui vous permettent de les upgrader, que ce soit avec une sorte de, d'arme de longue portée hyper puissante, donc pour améliorer la puissance de vos vaisseaux, mais également du cargo pour améliorer la capacité de stockage de vos navires. Vous aurez aussi des ambassadeurs pour ce qui est de l'aspect plus diplomatique, et là on repart très clairement sur de la DA de Moonrakers, c'est quand même très très classe. Ensuite, on a l'influence, donc la diplomatie, hein, c'est là que vous allez, notamment avec les ambassadeurs, pouvoir essayer de contrôler un petit peu la galaxie, de voter en votre faveur. L'exploration, donc aux confins de la galaxie, en posant vos navires, vos vaisseaux sur des emplacements où la case adjacente est encore vierge. Ensuite, plein de commerce, puisque assez souvent vous allez récupérer des ressources que vous allez perdre à la fin du tour, sauf si vous décidez de les troquer avec d'autres personnes. Donc c'est avantageux pour tout le monde. Donc oui, il y a beaucoup d'interactions, pas mal d'interactions positives, mais avec forcément aussi un sens de timing assez important. Est-ce que je viens faire du troc avec cette personne, ce qui va l'avantager, mais en même temps si je le fais pas, je perds les ressources en question. Et là, ce point de vue, c'est assez intéressant. Et ils ont développé un mécanisme qui permet de le faire à 2 joueurs de manière assez efficace, semble-t-il. On verra bien une fois que le jeu sera entre les mains des backers, mais apparemment, même à 2 joueurs, ils ont réussi à trouver un petit twist qui le rend assez intéressant. On verra ça par la suite. D'ailleurs, vous le voyez ici, le petit 2-player mode. Ensuite, continuons. Alors, les rendus visuels sont toujours très très beaux, hein, chez Ivy Studio. On n'oublie pas d'où ils viennent. À l'origine, c'est quand même un studio qui fait de l'animation, du render 3D pour différentes compagnies. Et du coup, ouais, la présentation, le visuel, ils connaissent, ils savent y faire. Alors, continuons. Why Back Now? Alors d'abord parce que vous avez la Super Deluxe Edition qui sera apparemment uniquement disponible via des campagnes de financement participatif. J'ai dit bien des campagnes parce que potentiellement il y aura d'autres campagnes par la suite pour Brink, comme c'est le cas pour Fractured Sky, des extensions potentielles également. Et donc on devrait pouvoir revoir cette Super Deluxe à échéance plus ou moins lointaine, on va dire. Ensuite, durant la campagne, il y aura aussi des tuiles hexagonales exclusives. Ensuite, il y aura gros discount sur les différentes versions du jeu, y compris la Super Deluxe qui sera à 169 au lieu de 199. Là, pour le coup, c'est une vraie réduction, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Terrorscape. Ensuite, les miniatures pré-peintes, si vous prenez la Super Deluxe. Si vous prenez la Deluxe de base, elles sont peintes aussi, mais c'est juste qu'elles ont une couleur pour chacun des joueurs, elles sont pas vraiment peintes en soi. Ensuite, des packs de cartes créés par la communauté, on va dire. Continuons. Bring Time, non, ça on s'en fout, c'est un petit peu moins intéressant pour le coup, même si on aperçoit un petit peu la DA de manière générale, mais si vous avez vu celle de Moonrakers, vous êtes déjà un petit peu en terrain connu. Les stretch goals, bon ça, beaucoup de nouvelles cartes, rien de très très particulier à les signaler pour l'instant en tout cas. Le petit how to play, assez brièvement, donc en your turn, donc pendant votre tour, vous allez donc placer vos vaisseaux, le petit 1 ici sur une tuile, le 2 entre 2 tuiles et le 3 entre 3 tuiles, et vous allez donc les activer. Ensuite, vous allez simplement
choper les ressources qui se trouvent sur les tuiles en question, et ensuite potentiellement faire de l'exploration, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous placez votre vaisseau aux jonctions de certaines tuiles, y compris de tuiles qui pour l'instant n'existent pas sur le plateau, vous allez découvrir, explorer les confins de la galaxie de Moonrakers et donc dévoiler de nouvelles tuiles, ainsi que donc de nouvelles opportunités pour le futur. Ensuite, le commerce, hein, donc l'échange de ressources, puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure, certaines ressources vont disparaître à moins que vous ne les échangiez avec d'autres joueurs autour de la table, et ça vous force donc à aller interagir avec les joueurs, ça vous force donc également à leur donner parfois des avantages, ce sans quoi vous n'en retirez aucun bénéfice vous-même. Donc assez malin de ce point de vue-là. Ensuite, d'autres actions, les actions d'ambassadeurs, hein, les ambassadeurs qui vont vous permettre de choper certaines compétences sur le long terme ou de scorer des points de manière un petit peu différente en fin de partie. Vous avez une action de riders également qui vont vous permettre d'aller influencer, je crois, le vote du conseil. Donc c'est un petit peu de diplomatie également, voire même de changer la façon dont le conseil peut scorer des points également. Ensuite, on a les fameuses upgrades de vaisseaux, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, je l'ai abordé brièvement, avec donc l'ajout de cargo ou l'ajout de, comment dirais-je, de gros flingues sur vos vaisseaux pour mieux mitrailler autour de vous. On a aussi bien sûr des cartes d'action qui vous permettront de déclencher des compétences uniques, parfois sur le long terme, parfois de manière unique, momentanée je veux dire. Ensuite le vote et puis donc le scoring. Comme vous l'avez vu, il y aura des scorings qui vont rester les mêmes tout au long de la partie, mais aussi des éléments de scoring qui vont potentiellement être amenés à changer en cours de partie en fonction de ce qui se déroule. Le livret de règles est disponible ici en anglais bien évidemment, et donc je vous l'ai présenté brièvement tout à l'heure, mais le fameux two-player mode, le mode à deux joueurs, c'est souvent, c'est encore un bien grand mot, mais là où le bas blesse un tout petit peu pour ce qui est du gameplay des jeux de Ivy Studio. En tout cas, c'est souvent un truc qu'il est reproché. Pour Veiled Fate, nous on aime beaucoup la version 2 joueurs à Veiled Fate, qui a plus de contrôle, plus d'analyse pour le coup. Mais par exemple, pour Fractured Sky, pas mal de joueurs disent qu'à 2 joueurs, c'est quand même... Enfin, pas mal de joueurs, oui, disent qu'à 2 joueurs, c'est un petit peu moins intéressant en termes de configuration, puisque ce sont souvent des jeux chez Ivy Studio qui encouragent beaucoup l'interaction. Et du coup, quand vous êtes que 2 joueurs, c'est un petit peu plus limitatif. Là, il semblerait qu'avec Brink, ils ont réussi à, comment dirais-je, pas à simuler un 3e joueur comme c'était le cas avec Fractured Sky, mais cette fois-ci, il y aura un sac et certaines cartes de rival qui n'en font pas un 3e joueur à proprement parler comme on avait pu le voir dans Fractured Sky, où là on avait vraiment une sorte d'IA qui jouait ses cartes et qui faisait des actions un peu similaires aux nôtres. Là, il ne va pas faire des actions vraiment similaires aux nôtres, mais en revanche, on va avoir un sac que nous-mêmes on va contribuer à remplir et retirer des cubes à partir de là. On va pouvoir aussi troquer avec ce rival potentiel, et donc du coup, on va pouvoir potentiellement sélectionner les cubes qu'on va troquer avec lui, et donc ça aussi, c'est un aspect stratégique en plus qui n'existera finalement que dans le mode 2 joueurs. Donc ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il semblerait qu'ils aient réussi à faire un mode de joueur assez convaincant, avec un aspect de stratégie qui est finalement présent que quand on joue dans cette configuration, et ça de ce point de vue là c'est plutôt malin à voir dans les faits si la qualité est au rendez-vous, si le fun est au rendez-vous, mais en tout cas c'est très bien pensé. Ensuite, comme toujours avec Ivy Studio, on a du premium, de la déluxification. Hein, c'est souvent des jeux assez onéreux parce que le matos est quand même très classe. On a des trays, donc en plastique bien sûr. On a des cartes de très belle qualité. On a des cubes customisés avec des couleurs différentes, mais également des aspects physiques différents, ce qui permet également de les distinguer, de les différencier, même si on a des problèmes pour distinguer les couleurs par exemple. Il en va de même pour les miniatures des objectifs de chacune des factions qui seront différenciés en plus de leur couleur par une miniature différente comme on l'aperçoit ici ou ici par exemple. Les autres miniatures de base, les vaisseaux de base, eux, sont apparemment les mêmes si j'ai bien compris. Ensuite, le Easy Setup, bah oui, parce que vous avez un insert pour tous les composants de chacune des factions, donc en fait vous ouvrez et bah, vous êtes prêt à jouer quasiment. Donc là, de ce point de vue là, c'est toujours très agréable, et ils sont parmi les meilleurs pour ce qui est du setup et du clean-up. En général, Ivy Studio, l'installation est quand même assez aisée. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte de Brink? Assez rapidement, le plateau central, les différents plateaux de joueurs avec leurs écrans bien évidemment. En fait, c'est un tray, hein, votre zone de jeu est un tray à part entière.
les cartes d'action, les tokens, et puis ma foi c'est à peu près tout. Les player trays, justement, si vous prenez la Deluxe ou la Super Deluxe en tout cas, parce que la version de standard est un petit peu plus légère, on va dire, en termes de matériel, vous avez donc une partie visible à tous, et bien sûr, derrière, vous aurez aussi l'aspect de gestion de ressources qui seront, elles, cachées derrière un écran. Ensuite, les faction objectives, parce que là oui, donc vous avez des factions qui seront légèrement asymétriques en termes d'objectifs en tout cas. Je ne sais pas si c'est exactement asymétrique pour ce qui est du gameplay à proprement parler. J'ai l'impression que les actions à accomplir sont les mêmes. En revanche, les objectifs étant légèrement différents et les bénéfices que vous pourrez retirer de certaines actions étaient légèrement différents aussi, il y a une très légère asymétrie. Pas très profonde certes, mais suffisamment intéressante pour pouvoir potentiellement donner envie de simplement de jouer les différentes factions d'une partie à l'autre, de découvrir un petit peu les différentes synergies que l'on pourra imaginer en fonction des actions qui nous sont proposées et de l'objectif qu'on tente d'accomplir. Et donc l'accomplissement de cet objectif vous permettra d'accéder à des petits bonus de ces deux-là. Et vous voyez que pour chaque faction, le bonus va être assez différent. Une tuile supplémentaire, un vaisseau supplémentaire, des petites unités supplémentaires, etc. Donc voilà, vous avez les Comex, vous avez les Ventus, les Magnomi, les Henko, les Sorelia. J'imagine, aucune certitude n'ayant pas encore joué à Moonrakers, que ce sont des factions, en tout cas des noms que l'on connaît dans l'univers de Moonrakers, j'ose imaginer, mais je ne suis pas très sûr. Les pledge levels, donc les niveaux de pledge, vous avez ici Brink, jeu de base, 79$, contre théoriquement 109 en version boutique, même s'ils vendent jamais vraiment en boutique. Avec donc un matos beaucoup plus allégé, on va dire. Vous voyez que les plateaux personnels n'ont pas justement cet aspect de tray, c'est beaucoup plus sommaire, on va dire, même si en comparaison avec bien d'autres jeux, c'est quand même très bien produit, et en même temps, bon, 79$ quand même, c'est quand même pas donné non plus. Ensuite, on a Brink Deluxe à 119 contre 159 en valeur réelle supposée, on va dire, avec cette fois-ci les éléments de luxification, mais les miniatures pas pré-peintes, juste de couleurs différentes, mais pas pré-peintes. Et puis, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent par rapport à la Super Deluxe? Bon, on va le voir tout de suite. Hein. Super Deluxe, c'est 169 contre 219. Et cette fois-ci, oui, ils avaient des effets holographiques dans tous les sens, comme ils aiment bien le faire en règle générale. Il en va de même pour certaines tuiles. Les tuiles d'exploration seront elles aussi parfois sujettes à un aspect justement holographique pour ajouter un petit peu plus de luxification, un petit peu plus d'immersion, on va dire. Il en va de même pour les cartes d'ambassadeurs qui auront parfois un aspect holographique également. Les miniatures seront pré-peintes. Mais sinon, il n'y a pas tant que ça de différence finalement entre la Deluxe et la Super Deluxe, si ce n'est que comme son nom l'indique, c'est du Deluxe plus quoi. Mais bon, on pourra se satisfaire de la Deluxe, ceci étant dit. Ensuite, comparaison entre les différentes éditions, vous voyez qu'entre Deluxe et Super Deluxe, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mais pour qui apprécie la Deluxification, c'est vrai que ces 5 derniers petits points peuvent faire une grosse différence. Alors ensuite, l'accessibilité, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Vous pouvez aussi tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. En add-on, il y a des petits packs pour Moonrakers, donc le jeu qui est à l'origine de l'univers de Brink, donc le jeu de deck building, avec un petit pack intitulé Frontier qui est disponible en add-on. Vous pourrez prendre aussi le playmat en néoprène à la place du plateau central pour Brink. Il y a des sleeves également pour toutes les cartes du jeu. Il y a aussi un petit pins, bon, vraiment pour les gros fans. Ensuite, un token de premier joueur, éventuellement en métal également. Bon, ça n'a pas un grand intérêt non plus. Des cartes créées par la communauté et puis également des tuiles bonus. Sachant que ces deux derniers seront disponibles, je crois, dans le pledge Super Deluxe. Hein, donc il n'y aura pas besoin forcément de l'ajouter. Ensuite, on va pouvoir passer au shipping. Canada, 35$. Il y aura en plus des taxes par derrière, ça fait mal. Pour ce qui est de l'Union Européenne, je pense que la zone 1, il y a la Belgique et la France dedans. Belgique oui, France oui également. Donc pour la zone 1, c'est 25$ de frais de port. J'imagine que la Suisse, ça va être 32. Hein. Je n'ai pas été checké, mais on peut regarder. Oui, ça sera 32, hein, Switzerland. 32$ de frais de port. C'est quand même un petit peu cher. Ensuite, Asia, donc pour nous, c'est 34. Ça picote un petit peu, mais bon, on n'a pas la TVA, il faut toujours prendre ça en considération. Et puis, ma foi, c'est près tout pour ce qui est des frais de port concernant Brink, jeu qui devrait théoriquement être livré d'ici mai 2025, aux alentours de mai 2025.
Et voilà donc pour Brink, le nouveau projet de Ivy Studio qui, comme on pouvait s'y attendre, fait un très beau résultat avec 5250 contributeurs, 700 000 euros d'engrangés d'ores et déjà, 16 jours avant la fin de la campagne. Petit coup de cœur perso de la semaine. Je sais pas si je le backerai parce que, comme souvent avec Ivy Studio, le 2 joueurs, bon, on peut se poser des questions. Là, pour le coup, il semble avoir pondu un mode 2 joueurs assez unique avec un aspect stratégique qui n'existe que à 2 joueurs, donc ça a l'air intéressant, mais est-ce que c'est aussi intéressant pour autant que quand on joue à 3, 4, 5 joueurs? Bah, la question peut se poser, et puis aussi parce que tout à fait honnêtement et un peu égoïstement, ils nous ont envoyé une copie de la Super Deluxe de Fractured Sky pour qu'on puisse couvrir le jeu durant la campagne de la VF. Et secrètement, ou pas secrètement, parce que je vous le dis ici en vidéo, je me dis que peut-être ils nous enverront la même chose, Super Deluxe, de Brink, lorsqu'ils feront une campagne pour la VF du jeu. Si toutefois, ils en font une. Du coup, le jeu m'attire beaucoup, je pense quand même que je vais le backer, mais en vrai, j'aurais presque envie de leur envoyer un petit mail pour, pour leur demander, mais est-ce que vous voulez aussi nous envoyer la Super Deluxe de Brink pour la VF potentielle que vous ferez dans 1 an et demi? Et en même temps, est-ce que j'aurais envie d'attendre 1 an et demi, plus encore 1 an pour être livré pour avoir Brink et y jouer, je sais pas. Donc honnêtement, je pense que j'ai simplement le baquet, ça ira plus vite. Et si je le fais, Deluxe ou Super Deluxe, la question se pose. Pour le coup, je pense que la Deluxe est suffisante, mais c'est vrai que, bon, Deluxification, ça fait toujours envie. Brink, 5250 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, et 700 000 euros d'engrangés. Celui-ci, à la base, je pensais honnêtement le présenter dans les plats principaux de la semaine, et puis, il fait un gros boom, il fait un énorme succès de manière assez inattendue. C'est Deep Regrets, an Unfortunate Fishing Game, qui pour l'instant, vous le voyez, est déjà à 5400 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, et déjà près de 300 000 euros d'engrangés. Et il faut bien dire que le marketing a été hyper efficace, on voit des pubs un petit peu partout, notamment sur Facebook par exemple, ou sur le fil d'actualité, on voit souvent des petites publicités pour Deep Regrets, en tout cas pour les gens qui sont habitués à suivre le financement participatif sur Kickstarter, sur GameFund et compagnie, j'imagine que c'est plutôt centré sur ce type de personnes-là. Mais la campagne de marketing est très efficace, les visuels durant la campagne sont très efficaces également, et il faut bien le dire aussi, la DA est vraiment très 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 sympa pour Deep Regrets, et j'avoue que la DA m'a fait penser dans un registre assez différent, mais quand même m'a fait penser à ce qu'on avait vu sur Old King's Crown. Et d'ailleurs, il se trouve que Judson Cowan, donc le créateur de Deep Regrets, est également du Royaume-Uni, comme l'équipe de Eerie Idol, donc créateur de Old King's Crown. Mais en plus, il se trouve que Judson Cowan, comme le créateur de Old King's Crown, a fait le jeu et les illustrations. Et en plus de ça, bah, ils se connaissent. Du coup, tout est connecté. Hein, on se croirait dans une théorie Illuminati. Donc Judson Cowan nous pond Deep Regrets, un jeu de pêche avec un univers qu'on pourrait qui pourrait s'apparenter à du Lovecraft sans en être véritablement. Ça va prendre différentes créatures, des différents lore, on va dire, pseudo-païens, etc., de l'univers européen dans son ensemble, donc la Scandinavie, l'Europe de l'Ouest, etc., différentes créatures un petit peu mythiques, en plus de certains trucs un peu vraiment inspiration Lovecraftienne, quoi. Partons un peu plus en avant dans la campagne de Deep Regrets avec les infos importantes. D'abord, le prix, vous le voyez, c'est un jeu quand même très très abordable, 46 euros, et on va voir que certes, c'est un jeu avec un matos qui ne déborde pas de plastique. Pour le coup, il n'y a pas de plastique a priori dans Deep Regrets. D'ailleurs, ils ont tout un passage de la campagne, voilà, ici Plastics, pour dire que non, il n'y aura pas de plastique. Ils ont fait vraiment tout leur possible pour ne pas utiliser de plastique, y compris pour sceller les paquets de cartes par exemple, où ils vont faire du recyclage de je ne sais trop quoi pour éviter de lui mettre du plastique. Énormément comment dirais-je, de composants en bois, hein, tout ce qui est meeple, sérigraphié, il n'y a pas de plastique du tout, bref, ils y tiennent. Et du coup, ça permet aussi de faire un jeu relativement abordable à 46 euros, mais avec une très belle présence sur table malgré tout. C'est vrai qu'un jeu quand même très très joli. 50 $, 46 euros, c'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour 16 ans et plus parce que c'est pas la complexité qui veut ça, c'est parce qu'en fait l'univers est quand même assez sombre, et c'est pour 30 minutes par joueur autour de la table.
Il y a aussi quand même 550 illustrations faites maison par Monsieur Jackson Cowan lui-même. Et pour rappel, ça pourrait en surprendre pas mal également parmi ceux qui suivent vraiment avec assiduité le menu crowdfunding et donc par extension l'actualité du financement participatif sur Kickstarter et compagnie, parce que Judson Cohen il avait déjà des projets sur Kickstarter avant ça, mais le précédent c'était quand même Hideous Abomination, un jeu qui avait quand même pas fait beaucoup parler de lui. On l'avait couvert je crois à l'époque sur le menu, il avait fait quand même 3000 contributeurs, ce qui est pas rien, hein, soyons honnêtes, mais c'était pas un jeu qui avait vraiment marqué l'histoire de Kickstarter, c'est pas un truc qui avait marqué les backers de manière impérissable, on l'avait assez rapidement oublié, même s'il avait fait plutôt un beau résultat, et du coup là il fait encore mieux avec seulement une semaine de campagne avec Deep Regrets. Alors, plongeons un petit peu dans les abîmes de la campagne. On a ici quelques illustrations, mais là, ça fait vraiment penser pour le coup à du Lovecraft. Hein. It's an eldritch world out there. Donc oui, vraiment, on a des éléments qui font penser à du Lovecraft de manière assumée, même s'il y a aussi des éléments plus, comment dirais-je, mythologiques, européens, de manière assez large. Alors, donc... oui, le jeu se base, c'est assez intéressant si vous lisez un petit peu la campagne, c'est assez intéressant. Ça se base sur une théorie de Edmund Halley, mathématicien et astrophysicien anglais du XVIIe, XVIIIe siècle, qui avait émis l'hypothèse que la Terre était potentiellement creuse et qu'il y aurait potentiellement d'autres vies à l'intérieur de la Terre, donc creuse, voire même d'autres civilisations, et donc on se base un petit peu là-dessus, on va donc partir à la pêche et choper des trucs qui viennent pas de chez nous, si vous voyez ce que je veux dire, avec Deep Regrets, et des trucs qui vont potentiellement aussi nous rendre fous un petit peu justement à la manière des grands anciens de Lovecraft par exemple. Le how to play, très brièvement, vous allez donc avoir, essentiellement le cœur du jeu, c'est donc de la pêche. Vous allez partir à la recherche de différentes zones plus ou moins profondes pour aller révéler ensuite, c'est pas des poiscailles pour le coup, mais différentes bestioles qui s'apparentent parfois à des poiscailles, pour ensuite essayer de les choper, sachant que certains d'entre eux ont des compétences qui s'activent à des timings plus ou moins variés, comme ici le Stripe Marlin va lui déclencher un effet lors de son apparition par exemple. Ensuite vous devrez payer une valeur équivalente à celle en haut à droite de la carte en question pour essayer de le choper, de l'attirer dans vos filets. Et puis le dink c'était quoi déjà? Si jamais vous n'arrivez pas à choper le poisson, vous pouvez dépenser un de vos dés pour aller tirer un dink à la place, ce qui vous permettra potentiellement de mieux vous dépatouiller sur le prochain poiscaille en gros. Ensuite, vous pourrez aussi chercher à plonger toujours plus profondément pour choper des trucs un peu plus costauds et susceptibles de vous rapporter encore plus de points. Et ensuite, une phase de Solace and Supplies où vous allez rentrer au port, potentiellement vendre vos poissons ou en tout cas ce que vous aurez réussi à pêcher. Vous aurez aussi des trophées qui parfois vous donneront donc des points supplémentaires en fin de partie. Ensuite vous avez la phase de Misery and Madness, puisque en fonction de ce que vous allez pêcher, vous allez choper des regrets, parce que simplement vous allez pêcher des trucs absolument dégueulasses qui vont potentiellement ruiner votre état mental, voire même vous rendre totalement fou. Donc il y a aussi ça à gérer, il y a un aspect un petit peu de push your luck on pourrait dire, à vouloir choper des trucs plus profonds qui rapportent plus de points, mais qui pourraient aussi vous pourrir un petit peu la vie sur le long terme. Donc à vous de voir, il y a aussi cette petite prise de risque à aller chercher. Vous pourrez par exemple pêcher des pieds, voilà, par exemple des pieds assez mauvais état, vous en conviendrez. Ici Mass of Eyes, donc vraiment une sorte d'agglutinement d'yeux en tout genre, c'est un petit peu dégueu. Donc oui, sachez-le, de toute façon, hein, c'est aussi pour ça que le jeu est classé 16 ans et plus, parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations un petit peu dégueu, pas forcément très très ragoûtantes, on va dire. Il y a aussi un mode solo slash coop, ça peut être assez intéressant pour le coup. Là je ne me suis pas trop penché sur son cas, mais sachez-le, il y a un mode solo qui peut être aussi un mode coop, assez curieux de voir ce que ça peut donner éventuellement. Vous pouvez télécharger le livret de règles ici en anglais, ceci étant dit. Pas de VF durant la campagne, ça c'est assez dommage, mais je pense que c'est typiquement un jeu, vu le succès qu'il a déjà obtenu au cours de cette première semaine de campagne, qui devrait potentiellement avoir des touches de la part d'éditeurs en tout genre, y compris pour une VF à l'avenir, en tout cas j'imagine. C'est assez facile à imaginer. What's in the box? Alors vous avez ici 5 plateaux double face qui vous permettront de jouer différents personnages.
Sont-ils asymétriques? Je vous avoue que j'avais checké quelques jours, mais j'ai oublié entre-temps et j'ai pas envie de vous dire une connerie. Donc a priori, j'ai envie de dire non. Mais, allez vérifier, parce que pour le coup, j'ai un peu oublié entre-temps, mais je crois pas. Ensuite, le plateau des différentes zones dans lesquelles vous pourrez aller pêcher, le plateau du port, le plateau qui pourra gérer votre folie, les dés, hein, qui sont vraiment très charmants, hein, ça ressemble à justement des bouchons de pêche, ils sont vraiment très très cool. Ensuite, on a des petits bateaux, tout ça sérigraphié également, et vous le voyez, hein, tout est en bois. La bouée de sauvetage, l'espèce de petit phare, on va dire. Bref, tous les éléments sont en bois. Il y a quelques petits éléments qui ne sont pas en bois. Ici, on a une pièce en métal, par exemple. Mais en gros, on a quand même que du bois et ça rend plutôt très très bien pour le coup. Donc, comme quoi, on n'a pas forcément besoin de mettre du plastoc dans tous les sens. Le bois, c'est bien aussi. Ensuite, pas mal de cartes bien évidemment. Et là, il ne vous dévoile pas tout, hein. Il y a bien sûr 117 fiches, 117 poissons uniques, qui ne sont pas que des poissons, on l'a vu, hein, mais il vous dévoile seulement quelques-uns pour éviter de vous spoiler, parce qu'apparemment il y a pas mal de petits jeux de mots de ci de là, il y a pas mal de choses qui rappelleront d'autres choses bien connues. Languages, donc pour l'instant on a de l'anglais et de l'allemand. Il y aura certainement, je pense, des versions alternatives, y compris du français à terme. Durant la campagne, c'est pas du tout certain, mais après la campagne, je pense qu'à terme, le jeu va attirer les regards. Vous voyez que oui, ils sont potes avec The Old King's Crown, donc le développeur, le créateur de The Old King's Crown, qui dit que c'est un jeu extraordinaire, bien évidemment, parce qu'ils sont potes. Il n'a pas dire autre chose, hein, c'est évident. Ensuite, bah, vous le voyez, hein, c'est donc le créateur du jeu, Judson Cowan, qui fait les illustrations lui-même, un petit peu comme le gars justement de Old King's Crown, et le rendu est vraiment cool, et du coup il a vraiment pu faire tout le jeu de A à Z en termes de conception des mécanismes, etc., comme en termes de création de l'univers, du lore, etc. Donc on est sur un jeu vraiment hyper cohérent, hyper classe, vraiment très charmant. Même si on peut ne pas être très très fan de l'univers en tant que tel, il faut reconnaître que le jeu est quand même très très beau et vraiment une belle cohérence d'ensemble. Il est très très attirant. Donc pas de plastique, donc c'est le fameux paragraphe que j'évoquais tout à l'heure, donc pas de dés en résine, pas de mini en résine, que du bois quasiment, y compris pour le wrapping, donc pour l'emballage des cartes, etc., où ils ont utilisé, ici on dit du papier de boucher, je sais pas vraiment si c'est une blague ou si c'est vraiment ça, bref, où ils ont utilisé également comment dirais-je, des choses recyclées à partir de plastique extrait de l'océan qu'ils ont recyclé, ou avec de la canne à sucre apparemment. Bref, j'y connais pas grand chose, mais en gros, pas de plastoc dans le jeu. Ensuite, continuons. Il y a quelques petits add-ons de ci de là, mais vous voyez, sinon, au-delà des petits add-ons, il y a un seul niveau de pledge, parce qu'après, c'est des pledges groupés, ce qui est toujours très, très cool quand on trouve suffisamment de personnes intéressées, mais sinon, c'est un seul pledge, et c'est 48 €. Et c'est marre, et ça c'est plutôt très cool, ça évite de se perdre dans une campagne avec 15 niveaux de pledge. Il y a juste, pour ceux qui sont vraiment intéressés, quelques petits add-ons en plus, comme ici le Lamentable Tentacles Mini Expansion, 18 nouvelles cartes de poissons telles que Cthulhu, que l'on voit ici. Et c'est vrai que, bon, quand on est fan de l'univers, de la direction artistique générale de Deep Regrets, ne pas prendre le add-on avec Cthulhu, alors que sur la boîte elle-même, on voit une immense tentacule dessus, c'est limite crime de lèse-majesté, et bon, du coup, au moins, Cthulhu, ils auraient pu l'intégrer directement dans le jeu de base, parce que bon, là, c'est un petit peu le pousser à l'achat, le petit backer qui est forcément tenté d'aller chercher la micro-extension à 4 livres. Bon, elle est pas très chère, certes, mais bon, 4 livres pour 18 cartes, c'est quand même un poil cher. Bon, on comprend que c'est aussi là-dessus qu'ils peuvent faire des marges, la stratégie est compréhensible, mais c'est un petit peu dommage, ne serait-ce que pour Cthulhu quand même. Petit poster avec les différentes illustrations du jeu, pourquoi pas. Pour 60 pledges uniquement, je sais pas s'ils sont déjà épuisés, c'est pas impossible du tout, je ne sais pas. Aucune idée, mais bref, vous aurez potentiellement pour 80 livres, c'est quand même pas, pas donné, environ 100 €, pour 60 backers uniquement. Une illustration faite main, colorée faite main également, donc bon, c'est toujours sympatoche. Également, vous pouvez mettre la main sur leur précédent jeu, Hideous Abomination, plus l'extension, pour 18 livres, donc c'est un jeu relativement abordable, hein, pour 15 à 30 minutes, pour 2 à 5 joueurs, pour 5 ans et plus, donc un jeu vraiment très très abordable, très accessible, dans lequel on va créer des miniatures hybrides un peu dégueulasses, avec de la pose de tuiles pour assembler différentes parties du corps. C'est pas un jeu qui m'attire outre mesure, en revanche, Deep Regrets m'attire pas mal. Je pense pas le baquer parce que je sais que mon partenaire et ami Xavier est tel un petit suricate sur le jeu. Il est aux aguets,
il regarde. Je sais qu'il a checké un petit peu les frais de port et que ça lui semblait un petit peu cher, mais ça a l'air de le tenter quand même pas mal. On verra. Alors, pour le Canada, justement, on en parle du shipping, des frais de port. Pour le Canada, 22,32 en termes de livres, hein, c'est quand même assez cher parce que c'est des livres, hein, c'est pas des dollars. 22 livres, 32 livres, 18 pour le poster, 80, non c'est pas 90, c'est 90. Ah, c'est pour 10 jeux, ok. Mais bon, si vous prenez le jeu de base, 22, 32 si vous prenez également Hideous Abomination, donc le jeu que vous voyez ici. Mais bon, si vous prenez uniquement Deep Regret, c'est 22 livres de frais de port. Pour ce qui est de la zone Euro 1 et 2, donc Euro 1, ça va être avec la France, j'imagine. Où est-ce qu'on trouve le distinguo Est-ce que je pourrais vous trouver ça J'ai l'impression que non. Du coup, comment on se repère là-dedans Bonne question, ça. Bah écoutez, je sais pas. Il y a certainement quelque chose que j'ai raté là-dedans, mais bon, j'imagine que Belgique, France, ça doit être ici, Suisse, ça doit être là-dedans. Donc, en gros, ça doit être entre 10 et 15 livres de frais de port pour l'Europe de manière générale. Et puis, nous, on doit certainement être dans APAC, mais même raison, même problème. Est-ce qu'on est dans APAC 1 Est-ce qu'on est dans APAC 2 Je ne sais pas. Donc, ça peut aller de 22 à 34. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et c'est vrai que c'est un petit peu, je crois que je l'ai déjà mentionné tout à l'heure sur la vidéo, un petit peu le problème de certaines campagnes avec des jeux abordables, c'est que, par exemple ici, on a un jeu à 40 livres, donc abordable, très abordable, avec des frais de port qui coûtent plus de la moitié du jeu. Ça fait toujours un peu chier. Imaginez un jeu à 100 boules, vous dépensez 50 pour les frais de port. Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais ça fait toujours un petit peu mal de dépenser plus de la moitié du prix du jeu seulement pour des frais de port. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici avec Deep Regrets. Au final, ça fait un jeu à 70 boules, un truc comme ça. Donc bon, faut quand même être prêt à les débourser, faut voir. Mais en plus pour nous, donc APAC, 22 ou 34, ça change du tout au tout. Et là, pour le coup, c'est le seul petit reproche que je leur ferais, c'est de ne pas avoir mis une liste des Europe 1 et 2, ou APAC 1 et 2 également, de manière détaillée, parce que là, je les trouve absolument nulle part. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez chiant. Ou alors peut-être que vraiment je les ai pas trouvés alors que c'est affiché quelque part, hein. Je suis peut-être juste une grosse merde, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, si vous les avez vus quelque part sur la campagne, vous me le direz en commentaire, je l'épinglerai pour tout le monde. C'est tout pour Deep Regrets and Unfortunate Fishing Game. 5400 contributeurs d'ores et déjà, 19 jours avant la fin de la campagne, et en plus c'est pas un jeu qui coûte le PIB du Tadjikistan, ça fait plaisir. Bon, très très beau succès pour Deep Regrets, que je n'attendais pas aussi haut, aussi rapidement. Donc on va certainement aller chercher pas loin de 10 000 contributeurs, peut-être même aller les dépasser d'ici les 19 jours qui nous séparent de la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding du 7 juillet 2024. Merci de m'avoir suivi cette semaine encore pour le menu crowdfunding. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Entre-temps, sachez-le, mais de toute façon, comme je poste un jour après, théoriquement, vous le savez déjà, Xavier aura, normalement, si tout se passe bien, posté le premier épisode, qui est en fait les règles, la vidéo règle, de Hoplomachus Victorum, pour pouvoir enfin se lancer dans sa campagne solo. Donc allez checker, allez lui faire plaisir, regardez la vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire, regardez éventuellement le contenu aussi, c'est mieux, mais bon, voilà, faites-lui un petit coucou de ma part. Sur ce, on se retrouve très prochainement sur la chaîne, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important bien évidemment, et à la prochaine.